Digo. C'est bon? Bon, je vous remercie d'avoir répondu à l'invitation de l'association Bienvenue Martin. C'est un personnage, je vais revenir après, je vais dire quelques mots d'introduction, et puis autant que vous le souhaiterez, on pourra creuser davantage pour comprendre le travail qui a été réalisé il y a maintenant plus de 100 ans, sous la Troisième République, où beaucoup de choses ont été faites qui sont notre héritage aujourd'hui, et il faut le reconnaître, qui est un peu mis à mal aujourd'hui, compte tenu de tous les événements qu'on peut vivre quotidiennement. On peut parler des gros événements qui s'appellent la guerre, guerre au Moyen-Orient, guerre en Ukraine, puis plus près de chez nous, un certain nombre d'attentats avec des victimes innocentes qui sont assassinées par des fanatiques. Donc si on revient sur l'histoire, le moment est choisi, cette date n'est pas là par hasard. Le 9 décembre, c'est 1905, le vote de la loi de séparation des églises et de l'État. C'est un moment très important dans la mesure où on a vécu du temps des rois avec la religion officielle. Le roi était sacré. Et après la Révolution, jusqu'à Napoléon, qui a trouvé le moyen aussi de se faire sacrer. Donc il y avait un lien étroit entre le pouvoir public et le pouvoir spirituel. On a mis un point, je dirais presque final, au moins dans notre pays, avec la loi de séparation. Alors Jean-Baptiste Bienvenu Martin fait partie des gens, des artisans, qui ont construit, qui ont discuté cette loi et qui l'ont votée, puisqu'à l'époque, à travers sa carrière, je reviendrai également, il a eu de nombreux mandats, de nombreuses fonctions, mais à l'époque, il était ministre de l'Instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes. À ce titre, il a contribué à son élaboration, était signataire de cette loi de séparation. Première chose importante, donc cette date du 9 décembre, et une date qui est toute proche, c'est le 10 décembre, puisque demain sera le 80e anniversaire de son décès. Alors je ne sais pas si exactement il est décédé à Saint-Brie, en tout cas il était âgé, il était encore sénateur en 1943. Il est décédé à 97 ans. Et donc c'est quelqu'un d'exceptionnel de par son parcours, son engagement et le travail qu'il a pu accomplir avec les traces qu'il a laissées. Donc effectivement, il a occupé trois ministères, celui, je le disais, de l'instruction publique, et chaque mot prend un sens. On a déposé tout à l'heure une gerbe sur sa tombe, avec une petite mention, reconnaissance citoyenne. Chaque mot, je crois, est très important. On peut faire raconter des tas d'histoires, mais chaque mot a une importance et il y a des moments où ces mots ont encore plus d'importance. Donc quand on a écrit reconnaissance citoyenne, c'est bien la reconnaissance du travail qui a été fait par lui et puis les gens qui ont travaillé avec lui en tant qu'élu dans la Troisième République. Et puis c'est également la citoyenneté qui doit être mise en avant. C'est-à-dire la place de chaque habitant dans un périmètre défini. Notre État, notre pays, c'est la France. Et bien la France, comme d'autres pays, je pense, doit travailler à développer, à encourager la citoyenneté, et non pas l'égoïsme, affairisme et d'autres mots que je pourrais citer également, qui ont tendance à devenir prioritaires pour beaucoup de personnes. Au lieu de construire ce qui rassemble, on a tendance aujourd'hui à s'effriter. Le peuple français aujourd'hui est en recherche d'identité. On se demande, d'ailleurs, au plus haut niveau de l'État, la question est posée. Qu'est-ce que ça veut dire être français aujourd'hui? Sachant qu'il y a une donnée nouvelle, c'est l'apparition d'une population qui est issue de la migration, parce qu'il y a une époque où la France avait besoin de main-d'œuvre, et on a trouvé cette main-d'œuvre dans les anciennes colonies.
Et il se trouve que dans ces colonies et dans ces pays, il y a une religion qui était prépondérante. Ce n'est pas celle qui était prépondérante dans notre pays. Ça s'appelle la religion musulmane. Avec ce qu'on connaît aujourd'hui, donc tous les excès dont on est témoin et on peut déplorer. Il n'empêche que la religion musulmane prend plus d'importance, de plus en plus d'importance dans notre pays. Alors il y a les catholiques qui sont encore là, les protestants, il y a aussi les juifs. Puis dans les catholiques, il y a aussi plusieurs chapelles, comme on dirait. Et donc, si à chaque fois on se replie dans sa chapelle, ça veut dire qu'on perd le sentiment d'appartenance commune à un pays qui s'appelle la France, qui a été le siècle des Lumières, qui a porté loin des idées humanistes. Après, on peut discuter, je vous invite, autant que vous le souhaitez, à reprendre la parole au bon. On a fait de la colonisation, on a exploité ces pays. Et aujourd'hui, tout ça revient très fort dans ces pays. C'est l'un des dangers. C'est-à-dire que la France, qui était autrefois acceptée, parce qu'il le fallait bien, on est quand même arrivé par la force, mais aussi parce que le commerce a toujours géré, le commerce et l'argent ont toujours géré le monde, depuis l'Antiquité. Et l'expédition du général Bugeaud, avec sa casquette légendaire, en fait, elle était là, pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de pirates dans la Méditerranée, qui gênaient les échanges internationaux, le commerce. Il y a toujours un point de vue économique derrière des conflits. Ensuite, on peut prendre des religions comme drapeau pour retrouver une sorte d'identité, pour rassembler des gens derrière des intérêts qui sont finalement privés ou propres. Et c'est comme ça que l'histoire a évolué. Et le retour du bâton, c'est la révolte des peuples en Afrique en particulier, qui aujourd'hui renient leur origine avec la langue française, la francophonie. C'est quelque chose, puisque moi je milite aussi dans une association qui s'appelle Habitat Francophonie, Habitat et Francophonie, et on se rend compte que les relations sont devenues un petit peu compliquées avec ces pays d'Afrique qui étaient nos colonies, qui ont obtenu leur liberté, mais qui sont aujourd'hui malmenés. Malmenés soit par des dictateurs, soit par ce qu'on appelle le djihad. C'est une notion qui est assez vague, assez floue. Mais en fait, ça veut dire, comme il y avait les croisades au Moyen-Âge, les chrétiens allaient faire requérir Jérusalem, et aujourd'hui, ça marche dans l'autre sens. Alors, les Ottomans, les musulmans ont déjà conquis une partie de tout le bassin méditerranéen. Et aujourd'hui, il y a un retour qui ressemble un petit peu à ça. Et au lieu d'avoir des pays qui sont organisés avec une administration, avec des lois qui sont claires pour tout le monde, c'est la loi du djihad, donc c'est la loi où tout est permis. Tout est permis et tous les crimes que vous connaissez les uns et les autres, c'est sous le manteau de la foi musulmane qu'on s'autorise à accomplir des actes d'une cruauté immonde. On revient encore là-dessus parce que la loi de séparation fondamentale. Je rappelle qu'aussi l'instruction publique, c'est un socle de la République. Et dans la coïncidence des calendriers, il se trouve que le collège Bienvenu Martin à Auxerre, le quartier Sainte-Geneviève, a été complètement rasé il y a quelques temps. Il a été démoli. Et je trouve que c'est un mauvais geste qui a été accompli par la collectivité qui est responsable, à savoir le département. Le sujet était en discussion depuis de nombreuses années, je dirais presque 10 ans, puisqu'à l'époque j'étais conseiller général et que c'était déjà sur la table de supprimer un collège à Auxerre, et le collège Bienvenu Martin était déjà dans le collimateur. Alors pourquoi? On a toujours des bonnes excuses quand on veut faire quelque chose, on trouve toujours des explications. En fait, le but c'était de faire des économies, de supprimer un collège. Pourquoi celui-ci?
parce que c'était le collège de la ZUP, alors que pour moi c'est fondamental d'avoir un établissement public, un collège d'enseignement dans un quartier qui est peuplé en grande partie, c'est vrai, de personnes issues de l'immigration. Et si on y prête, si on ne fait pas attention, dans quelques temps, le quartier va se ghettoiser. Se ghettoiser, c'est-à-dire que les gens qui vont là-bas, c'est soit parce qu'il y a la mosquée, ils veulent habiter près de la mosquée, soit parce que les gens d'origine française ne veulent plus y habiter, parce qu'il y a cette confrontation culturelle, confrontation de religion, mais aussi d'habitude de vie, et qui est difficile à vivre pour certains. Donc on quitte le quartier, hein, et puis la population se concentre autour de la mosquée. Donc il faut réfléchir ensemble à tous ces sujets, parce que quand on est responsable, élu, on doit prendre en compte non seulement le coût aujourd'hui, mais le coût à plus long terme pour la collectivité. Quand on casse ce collège, on casse aussi du lien républicain qui pouvait exister sur le territoire. Et moi, j'étais au conseil d'administration de cet établissement. Il y avait une équipe pédagogique remarquable, qui prenait en compte les différences, qui faisait du bon boulot, comme on dit. Les gens étaient désemparés quand on leur a dit, on hésitait un moment, on devait le fermer, après non, et puis oui, finalement oui. Et l'équipe pédagogique a été désemparée, de même que les familles ont été blessées parce que ça veut dire que c'était quantité négligeable et que ça ne méritait même pas qu'on s'y arrête trop longtemps. Donc voilà, ça veut dire une sorte de mépris de la population, des habitants. Moi, je ne saurais cautionner ce genre de choses, absolument pas. Et donc voilà, il y a les trois événements, 3 dates qui se rapprochent et qui expliquent pourquoi nous avons choisi d'organiser cette petite manifestation, à la fois rendre l'hommage à Bienvenu Martin sur sa tombe, et puis organiser une petite discussion sur sa vie, son œuvre. Donc rapidement, je dirais qu'il a occupé trois ministères à une période juste à l'avant-guerre de 14. Donc ministère de l'Instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes. Il était également ministre de la Justice. Il était également ministre du Travail et de la Prévoyance sociale. Comme je disais tout à l'heure que les mots sont très importants, on essaye toujours de trouver une meilleure définition des postes pour les ministres. Quelquefois, il y a des tas de mots à la rallonge, mais derrière, on sent qu'il n'y a pas grand-chose. En fait, derrière prévoyance sociale, ça veut dire la mise en œuvre des premières retraites ouvrières, paysannes. Ça veut dire un accent aussi mis sur l'accueil des personnes invalides et en grande difficulté. Ce sont des mesures qui ont été prises à cette époque-là. Aujourd'hui, ça nous paraît tellement lointain que c'est... Voilà. Il faut bien rappeler l'origine, la source de ces décisions, de la première construction, même si la sécurité sociale, sous ce terme, c'est, comme on dit, les acquis de l'après-guerre avec le Conseil national de la résistance. Et en fait, les graines ont été semées bien avant avec ce projet, ces intentions de construire de la solidarité sociale, de construire de l'éducation pour tous, gratuite, il faut le préciser, parce qu'à cette époque, l'enseignement secondaire n'était pas gratuit. Jules Ferry a créé l'école primaire, obligatoire, gratuite. Mais dans le secondaire, ce n'était pas encore le cas. Et donc, c'est pendant ces années que l'enseignement secondaire a également été gratuit. Donc c'est une somme de décisions finalement qui sont très importantes, qui concernaient la vie de chaque Français. Et au-delà de son action nationale, il se trouve que Jean-Baptiste Bienvenu Martin a participé aux dernières discussions qui ont précédé la guerre de 14. Parce qu'il était par intérim président du Conseil à ce moment-là.
et ministre des Affaires étrangères, parce que cela était parti, le président du Conseil et le ministre étaient partis, je crois que c'est chez les Russes, pour discuter. Et en fait, c'est Jean-Baptiste Bienvenu-Martin qui était là dans ces moments décisifs. Et à l'international, voilà, il a eu aussi son mot à dire et son oreille était tendue auprès des plénipotentiaires allemands qui venaient dire voilà, ça ne va pas. On sentait que la guerre allait arriver. Et elle est arrivée, vous savez très bien qu'elle a quand même fait de cette guerre 3 millions de morts. Il n'y a pas de ville, il n'y a pas de village, il n'y a pas de famille qui n'ont été touchées par cette guerre. Et le fils de Jean-Baptiste Bienvenu-Martin est décédé en 15 dans l'Argonne. Voilà, et ça l'a beaucoup marqué. Et ça explique, je pense, cette réticence qu'il y avait avant la guerre de 40. Pourquoi les gens se sont précipités vers Pétain? Parce que Pétain, c'était le vieux bonhomme de l'autre guerre et que les gens ne voulaient pas revoir la guerre. Donc on a freiné des cas de fer pour ne pas rentrer en guerre. Et malgré tout, ben, on a dû rentrer en guerre. Et Jean-Baptiste Bienvenu-Martin, comme d'autres, n'avait pas envie d'y retourner. Il était trop marqué par la Première Guerre et il ne souhaitait pas que ça recommence comme beaucoup d'autres. Donc il fait partie de ceux qui n'ont pas voté les pleins pouvoirs, et n'ont pas voté contre non plus. Il a préféré ne pas être là. Il était déjà très âgé, puisque rappelons qu'il est décédé à 97 ans, et il était encore sénateur. Il a eu une durée de mandat exceptionnelle. Il a toujours été réélu. Il était d'abord, je peux donner plus de détails si vous voulez, parce que j'ai recueilli quand même quelques notes, et puis intéressant de voir son parcours. Au début, il n'était pas du tout dans politique, il était avocat. Il était avocat. C'était son métier. Et petit à petit, il est rentré dans la fonction publique. Et il était secrétaire général de la préfecture de Lyon. Puis ensuite, il s'est fait connaître parce que c'était quelqu'un qui avait de la culture, du rayonnement, qui savait travailler. Et donc, il a été sollicité pour rentrer en politique. Il a même été élu sans avoir déposé sa profession de foi parce que les gens qui voulaient de lui ont voté pour lui d'une façon assez massive d'ailleurs, alors que lui-même n'était pas trop motivé au départ pour être élu député. Mais il a fini par être élu député pendant quelques années, et puis ensuite sénateur. Il était sénateur, président du département, président du conseil général. Il a eu toutes les fonctions, conseil général, sénateur, député, ministre. Il a mis en place, je le disais, les premières retraites paysannes et puis, qu'est-ce que j'avais dit? Paysannes, oui. Et donc, il a travaillé dans ce sens-là, et dans Lyon, dans son département, c'est lui aussi qui a travaillé à la première reconnaissance à l'organisation de la profession viticole. Donc il a travaillé dans son terrain natal, il a travaillé au national, il a travaillé à l'international autant qu'il l'a pu. C'est vraiment un personnage qui mérite la reconnaissance de la nation et qui a été oublié. Donc la trace à Auxerre, c'était ce collège qui a été démoli. Et auparavant, la route de Saint-Brie en partant d'Auxerre était devenue l'avenue Bienvenu-Martin. Elle a été débaptisée pour s'appeler Maréchal Juin. Donc une fois on l'a rayé de la carte et une deuxième fois on le raye de la carte. Alors notre association va prêcher, je ne sais pas si je dois dire ce mot, va essayer de faire en sorte que son nom soit à nouveau reconnu par la ville. On va plaider, c'est un meilleur mot que prêcher, on va plaider pour que son nom soit gravé quelque part dans la ville. On va réfléchir, une association c'est fait pour rassembler, discuter, échanger. Et donc, c'est un objectif qu'on se donne. Après l'association, moi je souhaite qu'on organise plusieurs conférences sur les thèmes, c'est là où il était ministre. Et ces 3 thèmes qui sont très très importants dans la vie collective, que ce soit l'instruction, que
que ce soit la justice, que ce soit le monde du travail. Ces 3 thèmes qui concernent la vie quotidienne des gens, qui les concernent. On a l'impression qu'on perd de vue, on ne parle que d'économie. On ne parle aujourd'hui que d'économie. Et ces 3 thèmes-là, je souhaiterais, moi, donc, à la mesure où on a des correspondants, on a tous des amis. On a des correspondants qui pourraient intervenir sur ces 3 thèmes. Et on va s'y atteler, on va faire ce travail. Si possible dans l'année qui vient. Parce qu'une année, ça passe vite, mais si j'opte pour 3 réunions dans l'année, on enlève le trimestre d'été, des vacances. Voilà, il y a le printemps, la fin du printemps, puis après c'est la rentrée. Donc c'est trois échéances, 3 thèmes qui sont très faciles à découvrir, les personnalités qui sauront apporter quelque chose et rappeler l'importance mieux que moi de ces 3 domaines pour souder la nation, ce qu'on appelle la nation. Aujourd'hui, on se demande vraiment ce que c'est, quoi. Il y a bien une place de la nation à Paris. Bon, généralement, il y a des manifestations là-bas. C'est pour ça qu'on connaît la place de la nation. Bon, c'est l'histoire de notre pays qui a été marquée par des guerres, par des mouvements sociaux. La Troisième République, elle a été créée juste après la défaite de Sedan, après Napoléon III. Défaite de Sedan, c'est la Troisième République qui arrive. Et jusqu'en 40. Donc en fait 70 ans. Et il n'y a pas eu d'autre régime qui a duré aussi longtemps. Ça aussi, ça doit nous marquer parce que on a franchi des difficultés importantes, sortir de la guerre. L'épisode de la Commune à Paris qui était quand même gravissime. Une partie de la population qui fait sécession avec l'État. Et c'était sanglant, c'était vraiment terrible. Il y a quelques chansons populaires qui immortalisent ces moments. Notamment une chanson que j'ai en tête qui s'appelle La Butte Rouge. Quand on repense à tout ça, on voit par où on est passé. Et quand on se rappelle l'histoire, on essaye de faire en sorte de corriger la trace pour l'avenir, pour nos enfants. Leur éviter de retomber dans des travers où hélas on est tombé auparavant. C'est le travail de chacun. On est militant, ça veut dire qu'on a des idées et on a envie de les défendre, de les faire partager par plus grand nombre. Et on essaye de travailler, ça s'appelle travailler tout simplement. C'est pas toujours facile. La mobilisation du peuple, voilà, c'est pas tous les jours la fête. Il y a la fête nationale le 14 juillet. D'ailleurs, anecdotiquement, la vraie fête nationale, c'est pas le 14 juillet 89, mais c'est le 14 juillet suivant, puisque c'était la fête des fédérations, où toute la France était appelée à venir à Paris pour se réunir, pour avoir ce sentiment d'appartenance nationale. Rappelez-vous, les Vendéens, les Bretons, ne parlent pas des Corses encore. Il y a quand même des tendances, parfois, les Basques aussi, les Alsaciens d'un autre côté. Il y a parfois une tendance à l'éclatement du pays. Qu'est-ce qui fait sens? C'est quand même ce qui nous rassemble, ce qu'on peut appeler la France, et la France dans l'Europe, et la France dans le monde. Toutes ces notions-là, elles doivent être abordées. Il faut revoir les cours d'histoire. L'école a beaucoup fait de mal. Enfin, l'école, alors on ne sait pas qui c'est. Est-ce que ce sont les ministres? Est-ce que ce sont les spécialistes? Est-ce que ce sont les profs? Est-ce que ce sont les familles? C'est de la faute à tout le monde. En tout cas, on constate, c'est qu'il y a aujourd'hui une ignorance terrible du passé, de l'histoire, des grands moments qui ont marqué la vie de nos ancêtres. Et on oublie. On prend des gamins qui ont 18 ans aujourd'hui. Voilà, comme on dit, il y a du boulot. On constate qu'il y a une baisse du niveau. Mais il y a une baisse de culture générale dans l'ensemble de la population. Si on regarde la télé aujourd'hui, c'est affreux. C'est soit le matraquage des infos, les chaînes infos, c'est que des problèmes, bien sûr, il n'y a que des problèmes, que des problèmes, que des problèmes. Et après, il y a les divertissements. Alors, avec un mec comme Hanouna, par exemple,
C'est une honte, c'est une honte ce type, comment il traite les gens comme si c'était des bestiaux, je ne sais pas. Moi ça me fait mal de vivre dans cet environnement où voilà, il y a énormément à faire. Reprendre l'éducation, mais y compris celle des adultes dans leur comportement. Voilà, donc l'avenir politique, on ne le voit pas aujourd'hui. On a un pays qui est en miettes, on sait qu'on va vers la fin d'un mandat d'un président. Il y a encore 2 ans, ouais, plus de 2 ans, on a l'impression qu'on est déjà au bout et que tout le monde pense déjà après. Mais après, on ne sait pas ce qu'il y aura. C'est bien la première fois dans l'histoire où on n'a aucune traçabilité. Il n'y a pas de mouvement très fort par ce qu'on appelle le Rassemblement national et qui nous fait un peu peur quand même quand on est citoyen et un peu éduqué. On se cache derrière, voilà, c'est banalisé. Et en fait, derrière, on sait bien que le monstre est encore là. Il faut repenser à tout ça, c'est un sacré bout. Bernard, tu as levé la main. Oui, je veux intervenir parce que cette semaine, je n'arrive pas à remettre la main dessus, l'oreille dedans plutôt. J'ai entendu un chroniqueur qui expliquait que par rapport à l'éducation nationale, le fait que l'on ait cherché à supprimer cette recherche des élites que faisait l'éducation nationale, et elle la faisait à l'égard de toute la population, le fait qu'on ait voulu abandonner cette politique pour, au contraire, essayer de promouvoir la masse, provoque que cette élite maintenant est exclusivement issue des milieux aisés, parce que justement les familles le permettent, etc. Et que c'est une profonde erreur parce que justement les élites sont maintenant, et on en fait le constat tous les jours, exclusivement des classes favorisées. On n'arrête pas de dire que effectivement ce sont les enfants de classes favorisées qui obtiennent les plus de diplômes dans l'université, etc. Mais on a totalement sapé le travail que faisait l'éducation nationale dans la recherche des élites au niveau de la communale, au niveau des écoles primaires. Et de ce fait, eh bien, on n'a pas réussi à éduquer aussi bien que l'on voudrait l'ensemble de la population, et on a complètement coupé les élites de la population. Et j'aurais bien aimé avoir le sentiment de chacun sur ce problème, parce qu'on en reparle aujourd'hui avec les quelques mesures que tente le ministre de refaire des classes de niveau, des groupes de niveau, qui sont à chaque fois combattus par l'éducation nationale. Et alors que le fait de faire des classes de niveau permettrait d'alléger les moyens pour ceux qui vont bien et de renforcer les moyens pour ceux qui vont mal. Mais ça se heurte à l'opposition systématique de tous les enseignants, de tous les syndicats d'enseignants. Alors, je ne sais pas si chacun, sur ce point-là, a une réflexion. Ça vient comme un sou sur la soupe. Hein, non, on est vraiment dans le sujet. C'est vrai que bon, les élites se reproduisent entre eux. Oui, parce qu'on ne laisse pas l'éducation nationale intervenir notamment dans cette promotion des élites issues de l'ensemble de la population. Oui, c'est un fait qui existe, mais enfin, c'est pas nouveau ça, parce que tu as des familles comme les Flandins, par exemple, c'était des générations de père en fils, en petits-fils qui étaient quand même des parlementaires, des hauts fonctionnaires et tout. Oui, non, oui, c'est exact, mais enfin, bon. Souvent les fils de préfets font des préfets. Hein. Oui, non, mais ce qui est grave, c'est qu'aujourd'hui... déjà, anciennement, je parle il y a 60 ans. Aujourd'hui, ce qui était quand même vrai au début du XXe siècle, c'est-à-dire que des élites qui étaient en provenance de classes populaires, c'est totalement fini. Il n'y en a plus. Parce qu'on ne fait rien pour justement dégager les élites au niveau de l'éducation en primaire. Vous allez à l'école il y a très longtemps, il y a 70 ans, même 75 ans.
les instituts retaraient les bons élèves, c'est sûr. Voilà, c'est les lancer les Facile. les envoyer à l'école normale pour refaire des instituteurs, mais c'était pas non plus pour faire des ministres ou des ambassadeurs, hein, tout ça. Mais enfin, bon, il faut faire quand même des enseignants. Ouais. L'exemple de Bienvenu Martin est quand même quelqu'un qui n'était pas d'un milieu social très... Tout à fait. quelqu'un ordinaire, on va dire, qui est d'un milieu social ordinaire et qui reste... Alors évidemment, il ne doit pas à l'école de Jules Ferry, il était né bien avant. Mais malgré tout, ça arrivait. Or, aujourd'hui, c'est l'exception. Hein, ou alors, on fait des passerelles entre, effectivement, certains lycées de zones défavorisées avec... Oui, il était avocat, donc il avait dû faire du droit, quelque Ici, chose. je vais vous lire, parce que comme il y a des notes, hein, moi, après je suis obligé de revenir aux sources. Issu d'une famille de travailleurs modestes, Jean-Baptiste Bienvenu Martin fit ses études secondaires au collège d'Auxerre. Doué, studieux, il se fit inscrire à la faculté de droit de Paris, où il obtint successivement ses diplômes de licence et de doctorat. Il se destinait au barreau, mais la guerre de 70 à laquelle il participa retarda sa vocation. Et il ne se fit inscrire qu'à sa démobilisation en 71. Et il exerça pendant 6 ans. Avocat. Et ensuite, c'est là qu'il rentre dans la carrière administrative. Donc, il est conseiller de préfecture de Lyon en 78, secrétaire général de la même préfecture, puis sous-préfet à Sens notamment, pour rester jusqu'en 86, où il entra au Conseil d'État en qualité de maître des requêtes. C'est quand même un beau parcours. Il fut délégué comme directeur au ministère des colonies en 94 et prit sa retraite en 97. Et c'est là qu'il s'est vraiment lancé en politique. Donc il n'y a pas d'âge pour être jeune dans sa tête, je veux dire. À l'âge où on prend sa retraite, on peut se lancer dans une carrière politique. Il ne faut pas avoir honte, parce qu'on a... Il y avait que 50 ans. Conseiller départemental, c'était... L'espérance de vie, quand il a voté ses premières lois sociales, était de 49 ans. 49 ans. Conseiller de préfecture. Et la retraite, telle qu'elle était votée à l'époque, c'était 64. Ouais. Pour ça que la CGT se moquait de lui en disant que c'était la retraite des morts. Et c'est curieux on prend des raccourcis comme ça, mais et le progrès est lent à venir. Mais c'était un progrès parce qu'avant il n'y avait rien. Mais ce que disait Bernard tout à l'heure, il y a une critique qui est en train de monter un peu pour l'éducation nationale, qu'il y a trop d'administratifs, ce qui fait que on pourrait, avec beaucoup moins d'administratifs, peut-être mieux d'ailleurs rémunérer les professeurs, et peut-être aller plus à l'essentiel pour l'éducation. Donc on a un réel problème en France d'administratifs, quoi. C'est-à-dire que les ministres se couvrent à travers des statistiques, donc ils ont besoin de quelqu'un, 2 ans pour les faire, on fait des tas de statistiques, ce qui permet ensuite de justifier ses erreurs en disant que c'est pas de ma faute, parce que statistiquement, oui, j'ai fait ça, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. On ferait mieux d'avoir des résultats plutôt que des statistiques. Et puis peut-être aussi mettre au point peut-être des cours de gens de la ville qui aillent dans des quartiers pour expliquer un certain nombre de choses. Moi, je suis un peu surpris d'ailleurs sur Auxerre du manque de connaissance de l'histoire même de notre ville d'Auxerre. Quand on pose la question à n'importe qui, personne ne sait quand tu es né Auxerre, d'où ça vient, quoi, et qu'est-ce... Enfin voilà, je trouve ça un peu dommage qu'on n'enseigne pas dans les villes un petit peu de culture locale, quoi. On est content d'avoir un nouvel arrivant. C'est la première fois que je viens. Vous êtes venu parce qu'il y avait de la lumière C'est parce qu'en fait, Est-ce qu'il était invité? ça fait plusieurs fois que je dois venir, mais à chaque fois je travaille côté Rio. Ah bah c'est bien alors. Ben, c'est bien. Bienvenue. Et du coup j'étais C'est un mot qui est à la mode, hein. Comment Bienvenue, c'est un mot qui est Le à mot la du mode. jour. C'est le mot du jour. C'est le mot du jour. Vous vous prénommez Martin? Alors, pas Martin. Jean-Sébastien. Le mot du jour, bienvenue.